Et salut à tous, on se retrouve pour la 22e édition de la Prolongue. Aujourd'hui, on est une équipe qui a l'air plutôt heureuse puisqu'un certain club du sud de la France a gagné. Mais avant toute chose, on voudrait quand même porter un petit hommage aux footballeurs du FCMS Kevin Endoram et Manuel Kabi qui ont été victimes d'un accident de voiture. On espère qu'il n'y aura rien de grave et qu'ils pourront rejouer évidemment au foot dans les semaines, voire les jours même si possible à venir, car on n'aime pas voir ce genre de choses dans la presse. 22e édition de la Prolongue, c'est parti. Et donc, comme je l'ai dit dans l'intro, un certain club du sud de la France a gagné. Donc, un homme est plutôt heureux aujourd'hui. Mounir, comment vas-tu? Tout va très bien, tout va pour le mieux. Un petit coucou à Phil, mon Lillois préféré. On t'a battu dans ta figure. Et vous, comment ça va les gars? Les oiseaux chantent, le nuage est bleu, donc c'est C'est parfait pour Mounir. magnifique. Et enfin, nous avons Darin qui est avec nous. Darin, comment vas-tu? Ouais, ça va très bien et toi? Écoute, ça nickel. Hein. Et enfin, pour terminer ce carré d'as, comme je viens d'appeler, Julien qui est là depuis maintenant plusieurs semaines, qui s'habitue au fur et à mesure. Julien, Notre comment numéro vas-tu? 10. Bah écoute, moi quand Châteauroux gagne, tout va, donc Châteauroux a gagné ce week-end, donc ça va. Ah, enfin, la machine va peut-être être lancée, le maintien est envisageable, c'est bon? Ah, il y aurait plus qu'envisageable, il est obligatoire, bien Obligatoire. sûr. On espère, on espère. On va commencer évidemment ce podcast comme d'habitude sur les coups de cœur et les coups de gueule. Et évidemment, on va commencer par Darin qui a quelque chose à nous dire par rapport à un joueur. Je pense que tout le monde a vu passer cette vidéo dimanche soir, c'est par rapport à la blessure d'André Gomes. Et Darin, tu avais quelque chose à en parler par rapport à ça. Ouais, tout à fait. Dans ce malheur qui arrivait à André Gomes, j'ai bien aimé la réaction de Son et de Aurier. Bon, c'est les deux qui sont entre guillemets responsables de cette blessure. Et le premier truc qui leur vient à l'esprit, c'est Son commence fond en larmes, on voit qu'il est vraiment impliqué. Et Aurier lui prie pour André Gomes. Et sachant que c'est des joueurs, voilà, ils n'ont pas joué avec André Gomes, ils ont, à mon avis, ils sont pas forcément proches de lui au niveau personnel, mais on voit que c'est quand même la fraternité du foot, même un adversaire, tu le soutiens, et c'est quelque chose que j'ai apprécié parce que ça rebondit un peu ce qui s'est passé avec Xhaka à Arsenal, qui a été mis à mal et qui est un peu en dépression. Et il y a un joueur de Tottenham qui a également dit, alors que ce sont des clubs rivaux, qui a dit si je peux le soutenir, je le ferai. Voilà, c'est pas si facile que ça d'être footballeur, même si on les envie tous évidemment. Et ça fait du bien parfois de rappeler que c'est avant tout des êtres humains. Évidemment, évidemment. Et malgré tout, il peut y avoir que des bonnes choses chaque semaine, puisque en 2019 maintenant presque, même si on pouvait en douter, même si on ne pouvait plus en douter, il y a encore du racisme sur les terrains de foot. Et Darin, toi, tu as été vu du côté de chez nos voisins belges apparemment. Ouais, tout à fait. Il y a un joueur de Charleroi dont j'ai plus le nom parce que c'est un joueur malgache et donc j'ai beaucoup d'amis malgaches. Hein, c'est pas méchant quand je dis ça, mais ils ont des noms hyper longs, encore pire que le mien. Donc je sais plus son nom, mais lui a vraiment réagi de façon, ça l'a vraiment, comment dire, affecté. C'est-à-dire qu'il s'en est plaint à l'arbitre et de façon sûrement véhémente, et il a pris un carton pour ça, et il a fini en pleurs parce que je pense qu'il s'est senti dans une impasse. Il s'est dit bah voilà, moi je suis la cible de chants racistes, etc. Et quand je me plains, c'est moi qui prends un carton. Donc en gros, moi je dois jouer et divertir les autres pendant qu'on peut m'insulter librement. Je trouve ça un peu dégueulasse, et je pense que tu as pu voir la même chose toi un petit peu en Serie A. C'est ça, en Serie A, d'ailleurs, ça, quand tu cites l'action, ça rebondit un peu, c'était Koulibaly aussi qui avait pris un jaune. Il y a 2 ans, c'était contre l'Inter qui avait pris un jaune parce qu'il avait dit à l'arbitre qu'il avait décrit raciste. Et effectivement, en Italie, on va rester dans ce pays. Ce n'est pas la première fois cette saison, autant ça aurait pu l'être les saisons avant, mais là, c'est plusieurs fois cette saison qu'un club fasse des chants racistes envers un joueur noir. Il y a eu le cas Lukaku à Cagliari lorsqu'il a marqué son penalty. Et là, c'est Balotelli. Alors, pour situer l'action, je pense que même si la vidéo a un peu tourné sur les réseaux sociaux, poteau de corner, la balle ne sort même pas, je crois. Et d'un coup, il pète un plomb, il prend le ballon, vraiment de sa main, il tire dans les ultras, quoi. Et on comprend pas. Quand tu regardes la vidéo comme ça et que tu prends la vidéo hors contexte, pendant 10 secondes, tu comprends pas trop parce qu'il commence à sortir du terrain. Tu te dis, c'est Balotelli, il a encore pété les plombs, voilà, il fait une crise, c'est pas ce qui lui arrive. Et au final, on comprend très vite que c'est par rapport au cri raciste. Mais ce qui m'a le plus scandalisé dans l'histoire, c'est que certes, le match est suspendu, il a repris, et en plus il a marqué, donc tant mieux pour lui.
c'est que c'est le communiqué des Ultras et du président de Hellas Vérone. Je sais pas si vous avez vu passer ça cet après-midi. Il est scandaleux. Ouais. Je sais plus, Ah c'est ouais, il était culotté, le président des il était Ultras très, ou très le président culotté, qui hein. disait, je crois, c'est le président des Ultras qui a dit oui, mais on a un joueur au noir dans notre équipe, pourtant ça va très bien pour lui, etc. Le président qui dit ce ne sont pas des chants racistes, c'est plutôt ironique, ils sont taquins, machin. Je dis, ah bah écoute, en Italie, ils aiment bien être taquins, visiblement. Mais c'est dommage parce que c'est du coup l'Italie qui est déjà en plus d'un championnat qui est très décrié ces dernières années par rapport à sa mentalité défensive très dure. Si en plus de ça il y a cette mentalité raciste qui règne, ça va être très très compliqué de redorer le blason pour les années à venir. Et pour continuer dans le coup de gueule, parce que j'ai un coup de gueule pour moi, c'est au niveau de la Ligue 1, c'est au niveau de la VAR. Bon, on va pas remettre 30 ans sur la VAR, les polémiques, etc. Mais c'est que là, il y a une action de jeu où Jean-Kévin Augustin prend la profondeur et ça se joue vraiment, je pense que c'est à des millimètres près. Et pour moi, c'est impossible que tu puisses juger une action comme ça d'un outil qui n'est même pas fiable en lui-même. Enfin, laisse jouer, le foot, ça a aussi ses erreurs, donc c'est dommage de ne pas laisser jouer là. Et ça a un peu fait agacer Ruben Aguilar qui, en sortant du terrain, a mis un bon chassé dans la caméra de la VAR. Si vous avez vu la vidéo. Oui, mais Aguilar, oui, c'est ça, il s'est énervé parce qu'il a pris un rouge. Ouais, ça, mais quand il sort du terrain, il y a une vidéo. Ouais, il a pris un rouge, rouge, il a pris un rouge. Qui le filme et tu vois, il met un bon chassé dans la caméra de la VAR. Tu vois les représentants de la Ligue derrière qui sont là. Monsieur, calmez-vous, mais lui, il s'en fout, Aguilar. Ouais, il va et prendre tant 3 mieux, on voit matchs. que ça énerve. Ah, il va reprendre 3 matchs parce qu'il a déjà pris 3 matchs. Il va en reprendre. Ouais, mais il est Comme habitué. ça. Je pense qu'il est bien, le bon Ruben Aguilar. Là. On va partir chez nos amis anglais pour ce tour d'Europe avant de partir sur la Ligue 1. Darin, tu as voulu nous parler de Manchester, évidemment, ton club United. Que se passe-t-il à Manchester ? C'est une très bonne question parce que j'ai pas la réponse et je pense que personne ne l'a. En fait, j'ai vu une super belle entame de match face à Bournemouth. Du coup, c'était chez Bournemouth avec un Martial qui décroche, un James dangereux. Le problème, c'est que après à la finition, entre guillemets, vu qu'ils n'ont pas fini les actions, c'était des mecs comme Pereira et Fred. Et voilà, le problème, c'est que tu as trop de joueurs vraiment trop moyens. Pereira, pour le coup, a été vraiment inutile. J'ai rarement vu une prestation individuelle aussi faible, que ce soit dans ses frappes, il a tout raté, ses contrôles, ses passes, il ralentit les contres, il a tiré plusieurs corners, il en a pas sorti un qui a été dangereux. Enfin, c'est vraiment difficile quand tu sais que tu as été habitué à voir Paul Scholes dans cette situation, dans cette position, je veux dire. C'est difficile en tant que supporter. Et après, voilà, après c'est même dans la relance, Lindelof, Maguire, McTominay, c'est trop faible. Tes latéraux, ils savent pas faire grand chose avec le ballon. Et du coup, franchement, je me suis même demandé, Bournemouth, voilà, eux, ils ont des idées, ils ont pas beaucoup de talent individuel, mais ils arrivent à créer des choses. Et Manchester, c'est l'inverse, ils ont quelques talents individuels, pas énormément, pas comme à l'époque, mais ils en ont quand même, et ils créent rien. Donc, tu as envie de dire, mais en fait, un mec comme Edio, est-ce qu'il ferait mieux avec une vraie équipe ? Franchement, la question se pose, et ça se pose depuis quelques saisons déjà, mais là, elle se pose vraiment quand tu vois l'opposition entre les deux. Et voilà, c'est vraiment triste pour United. Et moi, je t'avoue que derrière, j'ai regardé Manchester City contre Southampton pour essayer de voir un peu de vrai football. Et c'était pas du tout le match auquel je m'attendais parce que on se pensait que Southampton allait prendre son tarif comme ils l'ont pris face à Leicester. Face à Leicester, exactement. Forcément. Et mine de rien, non, parce que City a été hyper mou ils ont été très mous dans l'entame de match et Ederson il a fait une erreur de main qui a offert un but des Saints. Et du coup, derrière, les Southampton ils se sont mis 2 lignes hyper serrées à 5 derrière et une ligne de 3 voire de 4 juste devant, même à 5 ou 10 mètres devant, vraiment. Et du coup, je pensais pas qu'ils allaient tenir. Bon, ils ont pas tenu, hein, mais ils ont vraiment tenu longtemps malgré tout. Mais franchement, ils ont fait preuve d'un gros mental. Et je les félicite pour ça malgré la défaite. Hein. Et j'ai bien aimé le match de Walker, qui a été passeur et buteur. Et par contre, de son côté gauche, Angelino, lui, c'est vraiment faible. Dans une équipe comme City, quand tu fais face à un bloc bas, tu as besoin d'être juste dans tes centres, dans tes passes, etc. Lui, c'est vraiment faible et je pense qu'on le reverra plus beaucoup jouer cette saison. Déjà que forcément, il a la concurrence devant lui. On sait qu'il a Mendy
devant lui, même si des fois ils sont blessés, ça peut être compliqué. Tu parlais d'équipe qui a bien resserré, qui a failli tenir. Mais il y a Aston Villa aussi, hein, les pauvres. Aston Villa face à Liverpool, 87e, tu te dis putain, on tient notre succès contre Liverpool, on va les faire battre, les premiers de la saison. Et ben non, t'as Sadio Mané qui a décidé et Robertson qui ont décidé autrement, que Liverpool ne perdrait pas pour la première fois là. C'est dommage pour Aston Villa qui pensait tenir un autre succès, hein, puisqu'on rappelle qu'ils ont failli, c'est la deuxième fois hein, cette saison pour eux, ils avaient failli taper Arsenal comme ça. Bon, tu es à deux doigts de taper encore Liverpool comme ça, mais c'est bien, c'est de bon augure peut-être pour la suite de la saison, hein, pour eux en tout cas. Je sais pas si vous avez d'autres avis sur Manchester, Mounir, Julien. Moi j'ai vu le match et complètement d'accord avec Darin. Pereira et Fred, c'était vraiment pas bon. Hein. Surtout Fred, à un moment, il reçoit un centre, il peut la reprendre de volée direct et fait une frappe zéro de puissance. On a l'impression que c'était Radonjic. Franchement, il y a un truc à changer. Par contre, James, même s'il touche pas beaucoup de balles, ils ont du mal un peu à le trouver, alors qu'il est super bon. Il est tout le temps percutant. Hein. Même la moindre petite balle, il fait mal avec. Je sais pas si vous vous rappelez qu'on avait parlé des belles recrues. Moi, je l'avais souligné comme une bonne pioche. Le problème après, c'est que dans une équipe comme ça où il est le seul danger, si tu fais attention à lui, du coup, ça devient prévisible parce que le seul danger, c'est lui. Donc, tu mets des défenseurs sur lui. Côté gauche, il se passe rien, voilà. C'est clair. Et on va retourner du coup en France et on va aller voir notre supporter sudiste préféré, Mounir. L'OM gagne face à Lille, un bon match de ce que j'ai lu, un bon match de l'OM face à un Lille qui était pourtant pas venu non plus les mains vides, mais voilà, l'OM gagne et se reprend après la déculottée face au PSG, on va dire ça comme ça. Ouais, on peut dire la branlée, la raclée, le torchage contre le PSG, mais ouais, l'OM gagne contre Lille en plus. Ce qui est pas rien, parce que Lille, c'est l'équipe solide du championnat. Une belle victoire et surtout un repositionnement de Camara qui m'a choqué en 6 et qui a marché très très bien. Alors qu'il a dit qu'il avait toujours la préférence pour défense centrale, mais il a assuré à ce poste-là. Et un autre point qui m'a rassuré, c'est que Keita Tsar, là, qui à chaque fois il arrive à faire une boîte par match, là avec Alvaro c'est tranquille. Et attention, je vais vous choquer. Amavi a fait un super match. Il a fait un très très bon match. Il était juste... J'étais choqué. Franchement, je savais pas quoi penser. J'avais l'impression que... J'ai hâte que Kurzawa fasse pareil au PSG. Non mais oublie, lui avec ses antennes là. C'est peut-être perdu, j'ai l'impression. Il écoutait RMC sur le c'est peut-être perdu. Il aurait pu finir avec deux passes D, ceci étant dit, via son entrée en jeu. Mais bon, effectivement, après... C'était face à un bloc qui défend pas. Il n'a pas eu à défendre, on va dire. Donc on n'a pas trop vu ses lacunes ce week-end. Ça a assuré derrière avec Amavi. De l'autre côté, Payet était comme d'habitude très très bon. Sanson, il m'a étonné aussi. Il jouait juste. En fait, tout le monde jouait juste. Même Amavi quoi. Et du coup, j'ai pas grand chose à râler ce week-end. Je suis content, je suis souriant. On a marqué 2 buts et cadré seulement une seule frappe pendant le match. Mais il y a rien à dire. C'est exceptionnel, c'est l'OM. Moi, je prends. C'est incroyable dans le bon comme dans le négatif. On fait jamais rien normalement. C'est ça, surtout qu'en plus, quand on voit le chemin de la Ligue 1, on va en parler après, en plus à la fin pour conclure ce point Ligue 1, qui est très resserré cette année, où c'est très compliqué de gagner. N'importe quelle victoire, tu apprends. Donc tant mieux. Et je pense que ce repositionnement de Camara en 6, je pense que du coup Villas-Boas voulait trouver un juste milieu entre essayer d'intégrer Alvaro tout en gardant Keita Tsar et Camara, mais en ne faisant pas de défense à 3 parce que j'ai pas l'impression que Villas-Boas veuille jouer à 3 derrière. Donc il s'est dit écoute, Camara en 6, certainement celui qui est plus apte entre Alvaro, Keita Tsar et Camara jouer 6. Visiblement tant mieux parce que ça marche. Ça a pas mal rassuré parce qu'il a tenté Strootman à ce poste-là. Strootman, on se le trimballe depuis le début de saison en 6, il est calamiteux, il est invisible, Lopez, on le voit pas. C'est pas son poste, j'ai l'impression. Lopez, c'est pas son poste, Sanson, il sait pas faire. Gustavo, quand il était encore à l'OM, le début de saison qu'il avait fait en 6, ça allait pas non plus. Il y avait aucune solution en 6, aucune. C'est ça. Il avait même tenté Chabrol à un moment de faire jouer au milieu de terrain. C'est vraiment ce
Ce qui manque dans cette équipe de l'OM, c'est vraiment un 6, quoi. C'est vraiment ce que l'OM devrait recruter au-delà des. Un On peut dire de ratisseur, un l'attaque, etc. Idrissa C'est Gueye. vrai. Vas-y, envoie-le-moi en presse, s'il te plaît. Ouais, on a Leandro Paredes, si tu veux, je pense, au PSG à t'envoyer. Ça se pourrait être pas mal. Hein. Non, ça ira, Après, ça ira. Ça après ira, tu s'il peux voit un garder maillot ça. bleu et blanc, il peut se dire ok, c'est l'Argentine, du coup il va bien jouer au foot. Parce qu'avec l'Argentine, il est excellent, Non. donc. J'y crois pas. Mais Laisse on sait tomber. jamais. Je te le laisse, Paredes, Et t'inquiète. ben, c'est ça. Et en parlant de Paris, justement, vu qu'on parle de Paredes, etc., c'est que Paredes, justement, à contrario de ce qu'il fait en Argentine, mais il était totalement invisible. Encore une fois, j'ai l'impression ce week-end. Et c'est Darin qui a vu le match du PSG qui va pouvoir nous en parler le mieux. Et je pense qu'il est un tout petit peu énervé, j'ai l'impression, Darin, par rapport à ce match. Non, Que tu- je vais garder mon calme, je ne suis pas Mounir. Mais non, plus sérieusement, en fait, moi je comprends pas comment, Chacal. comment Tourelle peut faire à ce point-là une compo juste pour Paredes. C'est-à-dire qu'il se prive de Bernat à gauche, et Bernat il est assez intéressant dans ses montées, il est vachement important pour le jeu offensif du PSG. Il se prive de lui à gauche en mettant Diallo, pour pouvoir mettre Marquinhos au milieu, et pour que Paredes soit vraiment en point de basse. Alors c'est très cool, en fait c'est comme s'il aménageait son équipe pour lui, comme si c'était Pirlo. Comme s'il régalait de longs ballons, etc. Le problème, c'est que Paredes, il régale de rien du tout, en fait. Il a tout raté, que ce soit ses contrôles, ses ouvertures, elles ont fini en sortie de but, Sachant ses que. dribbles. Il a tiré sur le poteau, ça aurait sauvé son match, entre guillemets, pour les gens qui n'ont pas regardé le match. Mais même moi, s'il avait marqué un but, ça m'aurait pas changé mon regard sur son match, qui était assez dégueulasse. Et du coup, C'est ça. surtout, le C'est vrai ça. problème, c'est qu'en fait, en le mettant lui avec Gay et Bernat au milieu, en fait, t'as aucune créativité. Et ça se voit que Verratti, il est pas là. Et le problème, c'est que du coup, tes attaquants, ils sont pas servis. En vérité, quand tu regardes le but de Mbappé, c'est Mbappé qui va en position de limite milieu de terrain chercher la balle. Il fait une passe qui est contrée. Di Maria, qui lui aussi ne reste pas sur son côté, va chercher le second ballon pour lui donner. Mais en gros, t'as envie de dire, ah ouais, en fait, les gars, vous avez marqué parce que vous n'avez pas suivi les consignes du coach. C'est quand même assez grave de dire ça, même C'est si un peu évidemment ça. il Et faut puis, ça. Au-delà de ce que j'ai vu et lu de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux et dans la presse, c'est que surtout, l'impression, comme je pense que tu vas être d'accord avec moi, de ce que tu vas dire, c'est que la motivation, les joueurs du PSG ont l'impression qu'ils en avaient rien à foutre du match contre Dijon. Ils se sont dit c'est le dernier, on va y aller, Ouais, pépère. oui, non, je suis d'accord voilà. sur l'état d'esprit, mais pour moi, il faut pas se cacher derrière ça. C'est-à-dire l'état d'esprit, il a été défaillant, ça c'est une Oui. chose, Ah, mais mais ça, c'est c'est aussi sûr. le fait, pour moi, la principale raison, c'est cette tactique qui est complètement ubuesque. Tu fais pas ce genre de tactique pour gagner en fait. Et même après, en deuxième période, tu passes en 3-4-3, mais t'as Dagba qui est en piston droit et qui est pas assez offensif. Kurzawa, lui, il est rentré et honnêtement, il a fait du bien dans les centres avec un Icardi normal, on va dire. Et il finissait avec une ou deux passes décisives. Malheureusement pour lui, Icardi, il a loupé 5 occasions, ce qui est assez rare de C'est sa très part, rare, ouais. très très rare. Mm. Et, Ouais, c'est très rare, je et confirme, c'est sincèrement, très Dijon, là, ils se sont créés quand même pas mal d'occasions. En première mi-temps, ils avaient Ouais, déjà en 5 plus, c'est tirs ça, c'est cadrés. que c'est même pas parce 5 qu'il tirs marque, cadrés, hein. il marque ses coup sur coup, Exactement. enfin coup sur coup. Oui, il y a de une la- mi-temps fin de la- entre-temps, mais ouais, fin de la, tout à fin de fait. la première et début de seconde. Et malgré tout, ils ont pas marqué que sur ça. Enfin, ils ont eu beaucoup, ils ont créé du jeu. Alors, en premier Ouais, temps, ils ont eu, ils sont là. Hein. Quand tu sais que c'était les 3 premiers matchs, je crois, de Ligue des Champions, où le PSG avait concédé un seul, voire 0 tir, je me rappelle plus. Et là, sur cette seule première mi-temps, tu Un en seul concèdes tir 5. cadré de mémoire. Je crois. Ouais. C'est qu'il y a quand même un petit souci. Et honnêtement, moi j'ai vu pas mal d'opportunités durant lesquelles le PSG fait un peu n'importe quoi. Et Dijon, il l'exploite pas et du coup il se crée pas une occasion. Mais avec ne serait-ce alors tu mets un milieu passeur, mais même pas Zidane, hein, tu mets juste un lâchuère. Et en attaque, tu mets un attaquant plus complet que Tavares, tu aurais mis genre un Darcheville. Mais je te jure que là, Dijon se serait créé beaucoup plus d'occasions. Sachant que lâchuère et Darcheville, je les aime beaucoup. Mais c'est pas normalement des joueurs qui sont C'est à sûr. même à eux seuls de mettre en danger une équipe comme le PSG. Donc, Ça, et en plus, dans ce que je vois de toutes les défaites qu'il y a eu cette saison au PSG, tout ce qu'on retient, la stat commune à toutes celles-là, enfin la stat, il y a un facteur commun à toutes ces défaites, c'est qu'il n'y a pas Thiago Silva sur le terrain. Donc, est-ce que, je ne sais pas s'il y a un truc avec Thiago Silva lorsqu'il est sur le terrain cette saison, oui, certes, il est très fort cette saison notamment, mais alors pourquoi les défenseurs ou alors l'équipe du PSG concèdent tant d'occasions et sont perdus, t'as l'impression, lorsqu'il n'est pas là en défense? C'est quelque chose qui est assez bizarre, ouais. je trouve. Après, à vérifier, mais je crois que contre Rennes, il était là et que tu perds quand même. Ah ouais? Mais Ah, ouais, j'ai pas il me vu, semble. Hein. qu'il- Mais il me semble Ok. qu'il est là parce que de mémoire, sur le centre de Kamavinga, c'est Meunier et lui qui se bougent pas le cul. Mais
Mais en tout cas, oui, Possible. Ouais, je fais en tout peut-être pas cas, attention, mais possible. c'est Ouais. une défaite sur combien? Enfin, tu vois ce que je veux dire sur les trois. C'est ça. Mais globalement, ouais, il y a un petit C'est souci, sûr. ouais. J'ai eu un avis sur les matchs OM-PSG. Euh, Moi, je peux vous parler de l'OM. Moi, je suis beaucoup plus mitigé que Mounir sur ce match, puisque enfin, pour moi, Marseille, c'est un peu un hold-up cette victoire. Tu l'as dit, Mounir, il y a eu un seul tir cadré. Donc réussir à marquer 2 buts sur un seul tir cadré, déjà, je cherche l'erreur. Mais pourtant, Marseille a tiré plus d'une dizaine de fois au but. Et surtout, en termes de possession, enfin, la domination, elle a quand même été lilloise. Alors après, peut-être que les Lillois sont passés à côté de leur match. Je les ai vus un peu plus remuants une fois qu'ils avaient réduit le score. Donc forcément, c'est pas dans les 10 dernières minutes qu'ils allaient pouvoir accrocher quelque chose. Mais bon, comme tu l'as dit, l'essentiel, c'est les 3 points. Donc voilà, bravo à Marseille pour ces 3 points pris. Et sur le PSG, bah, que dire? C'est pareil, Darin a tout dit en fait. Quand on voit la compo, bah, il n'y a pas de créateur en fait, il n'y avait pas de milieu de terrain à proprement parler. Et c'est pareil, hein, ça se ressent aussi sur les stats, puisque Paris a tiré 20 fois, mais seulement 4 tirs cadrés. Enfin, on voit qu'il y a eu des frappes tentées un peu de n'importe où à la fin, puisque Dijon a quand même Ouais, mené parce que rapidement. c'était dans l'urgence. Ouais, mais les mecs étaient Précipite. désemparés, je sais pas, savaient pas quoi faire. Clairement, il manquait un Verratti. Je sais pas pourquoi Sarabia est pas rentré. Enfin, Ouais, c'est depuis quelques matchs, il boycotte Sarabia, Tourelle. C'est assez bizarre. C'est vrai qu'il a fait rentrer Draxler à la place et ça, c'était assez Au inattendu. moins, on a Ouais. vu que Draxler ne pouvait pas jouer au foot en 2019. Au moins, c'était confirmé, je pense, par bah, rapport à ça. il va falloir urgemment lui trouver une porte de sortie, je pense, à Draxler. Déjà qu'ils essayent de pousser Kurzawa vers la sortie dès cet hiver. Je pense que, bon, pas cet hiver, mais je pense que l'été prochain, les cas Paredes, Meunier et comment dire, et Jouy Draxler, du coup, les trois là, faudra faire très attention l'été prochain pour eux parce que à gauche, du coup, c'est le Parisien qui révèle ça. Même si c'est un latéral droit de base, ils sont sur des Chiglio de la Juventus. Bon, là, j'y crois assez moyen personnellement, mais bon, tant qu'à faire, si on a pris Bernat pour 5 millions, donc tu peux te dire que tu peux tenter des coups. Surtout qu'il peut jouer sur les deux postes du coup latéral, ce qui peut aider. Mais ouais, Kurzawa, Paredes, Draxler, c'est très compliqué pour ces trois joueurs, donc faut faire attention sur ça. Je vais conclure sur un dernier match de Ligue 1 que j'ai vu, Bordeaux-Nantes, le derby de l'Atlantique, comme on l'appelle. J'étais très séduit par une équipe de Bordeaux qui ne s'est pas laissé faire, pourtant qui ferme le jeu d'habitude avec Paulo Sousa, etc. Et bah là, qui a fait du jeu. J'ai trouvé le Chouameni très bon milieu de terrain et surtout le Coréen Wang qui a été excellent. Une vraie bonne pioche de la part des Girondins. Cette saison qui met le deuxième but superbement bien placé, que Lafont peut absolument pas chercher. J'ai vu une équipe de Nantes très brouillée dans l'attaque, notamment avec Moses Simon. C'était très compliqué pour eux. Palois qui, je sais pas ce qu'il avait contre son ancien club, mais t'as l'impression qu'il voulait découper n'importe quel Bordelais qu'il avait en face de lui. Donc voilà, j'ai trouvé très satisfait de ce petit choc, hein, on peut dire à Bordeaux-Nantes, hein, parce que les deux équipes sont dans le top 6-7. Hein. Nantes est encore deuxième, je crois d'ailleurs, de mémoire après cette journée. Donc voilà, et pour conclure, d'ailleurs, j'ai vu le classement de Ligue 1 ce matin. 7 points séparent le deuxième du dernier, et nous sommes au 1/3 du championnat. Et je trouve cette stat totalement irréaliste. Donc le deuxième tiers, c'est l'un des plus durs. On commence à être mi-saison, il y a le mercato, etc. Donc il va y avoir un vrai virage qui va être pris lors de ce deuxième tiers de saison et on va pouvoir voir qui vise l'Europe, qui sera dans la charrette en bas. Donc ce sera intéressant de noter ça. Dans l'actualité du jour, qui s'est fait du coup hier soir, c'est au Bayern Munich, chez nos amis bavarois, qui a pris une grosse claque ce week-end 5-1 face à Francfort. Oh lolo. Niko Kovac, le coach du Bayern Munich, on le sentait menacé depuis longtemps, et bien là, il a pris la porte. Définitivement, donc, ce dimanche-là.
Il est pour l'instant remplacé par son adjoint Hans Flick, euh, avec pourquoi pas Miroslav Klose qui pourrait arriver en adjoint, en doublure, qui est actuellement entraîneur de U17, je sais dans la presse. Mais pour vous trois, donc Mounir, Darin et Julien, avant de dire aussi mon avis sur la question, c'est quel entraîneur vous prenez au Bayern Munich actuellement pour remplacer Niko Kovac au Bayern? Qui voyez-vous? Qui veut commencer sa plaidoirie, on va dire? Ouais, moi, je peux m'en occuper. Moi, je voyais. Alors, ça va être très bizarre de dire ça parce que vous savez que j'aime bien Manchester United. Mais moi, je vois bien Mourinho. Alors, effectivement, il m'a pas régalé à Manchester United, hein, on est bien clair. Mais pour autant, je pense que le contexte du Bayern lui irait beaucoup mieux. À Manchester United, il est tombé. Mais alors, je pense qu'il est tombé sur un groupe trop jeune. Il a des méthodes un peu, entre guillemets, archaïques, peut-être pas adaptées au football actuel. Et au Bayern, je pense qu'il aurait pas mal de joueurs assez revanchards. Je pense à Thomas Müller, je pense à Lewandowski qui cherche à partir depuis quelques années parce qu'il trouve que le Bayern n'est pas assez compétitif pour gagner la Ligue des Champions. Je pense à Neuer qui a besoin de retrouver son niveau, même s'il est bon, mais il n'est pas au même niveau qu'il était il y a encore 4-5 ans. Je pense également à Boateng qui a fait n'importe quoi ce week-end et qui a quand même du ballon, Martinez, enfin je pourrais vraiment tous les citer. À part quelques jeunes, le Bayern c'est surtout des gens qui ont eu des très belles années et qui ont besoin de les retrouver. Et la hargne d'un Mourinho, combiné à cette rage entre guillemets qu'ils peuvent avoir et le fait qu'ils ne soient pas de la entre guillemets nouvelle génération qui cherche les paillettes avant de réfléchir au jeu, je pense que ça peut être un sacré bon cocktail et je vois ça beaucoup plus crédible que Mourinho à Arsenal par exemple, là où je le vois annoncé. Pour le coup, la méthode Mourinho à Arsenal, j'y crois vraiment pas. Au Bayern, j'y crois beaucoup plus et le mieux pour moi, ça aurait été Ralf Rangnick, l'ancien entraîneur de Leipzig, mais bon, il a pris un tel rôle maintenant dans le groupe Red Bull que c'est mort. Mais du coup, parmi les pistes crédibles, pour moi, Mourinho c'est le mieux. Sachant que du coup, selon c'était Olas qui l'avait dit, il avait contacté, lorsqu'il cherchait du coup l'entraîneur, il avait contacté Mourinho qui lui a répondu non, car j'ai déjà d'autres possibilités. En gros qui vont se faire dans les semaines ou mois à venir. Donc peut-être qu'il parlait du Bayern, peut-être ça parlait d'Arsenal aussi, hein, ou d'autres clubs certainement anglais, mais c'est vrai que Mourinho ça peut être intéressant parce que vu qu'il va être vu qu'il n'a pas fait l'Allemagne, donc ça peut être sympa de voir ce nouveau championnat à tester, hein, on peut dire ça comme ça. Donc pourquoi pas. Mounir, quel est ton candidat pour remplacer Niko Kovac au Bayern? Moi, je pense que Mourinho, ça serait le meilleur choix. Mais on va dire le choix fun que je voudrais voir, ça serait Wenger au Bayern. Le voir là-bas, ouais, Wenger, il est libre et il fait un peu le tour des plateaux télé et tout ça. Il était évoqué à un moment, que ça serait sympa de le voir au Bayern. À la FIFA, il était même évoqué en tant que directeur sportif du PSG aussi à un moment. Depuis son éviction d'Arsenal, donc on attend de voir ce qu'il fait dans sa vie. Il est loin d'être fini. Il est loin d'être fini parce qu'il essaie de se recycler un peu partout. Et je pense qu'à force de voir son Arsenal maltraité par Unai Emery et tout ça, il va avoir envie de revenir dans le football pour montrer c'est quoi du foot façon Wenger. Et je le verrais bien atterrir au Bayern. Déjà à cause de l'expérience, je trouve que le Bayern réussit plutôt bien avec Youp à chaque fois. Chaque fois, il le rappelle dès qu'ils ont un problème. C'est un truc de dingue et à chaque fois, ça marche. Donc, du coup, de l'expérience, je trouve que c'est ce qu'il faut au Bayern à chaque fois. Niko Kovac, peut-être qu'il était trop jeune, il s'est tapé une rébellion de Robben et Ribéry derrière. Donc, déjà là, il part avec le vestiaire à dos. Donc, pourquoi pas quelqu'un avec de la bouteille, de l'expérience qui va se faire entendre. Donc, moi, je verrais bien Wenger. Blanc, je le vois pas du tout là-bas. Parce que voilà quoi, Lolo White il est fait pour le championnat de France on dirait, ou l'Angleterre à la rigueur, mais je vois pas plus. Je suis assez d'accord sur ton propos par rapport à Blanc à la fin. Wenger ça peut être peut-être intéressant, même si pour moi je le vois pas revenir sur un terrain de foot, hein. Je pense que pour moi il va gentiment être consultant sur le plateau TV, je pense, pour moi. Jus, est-ce que tu es revenu? Jus, tu es revenu, parfait. Donc du coup Wenger comme je disais ça va être plutôt consultant je pense. Et toi du coup Jus, avant de donner mon avis, quel est ton candidat au Bayern? Moi si je vais dans la même lignée que Mounir, je propose Giroud. Allez, toi il se fout de ma gueule lui. Non mais enfin Wenger c'est la retraite maintenant, moi je pense qu'il reviendra jamais sur un terrain, mais chacun son avis. Non moi franchement au Bayern je pense que pour ce club, il faut une figure qui a incarné ce club.
Et honnêtement, moi, Mourinho, même si c'est le candidat peut-être le plus crédible, je le vois pas là-bas. Je pense que lui, il a plutôt envie de retourner en Première Ligue. Donc Arsenal, ça lui irait très bien. Du coup, moi, au Bayern, j'ai envie de proposer Oliver Ah, Kahn. mais je crois qu'il y va déjà en tant que président bientôt. Parce que voilà, en fait, Ok. c'était. Ah tiens, pas mal. Bah, enfin, ouais, il est au conseil d'administration, je sais, mais pour moi, c'est un mec comme ça qu'il faudrait en fait. Il représente les. Mais Miroslav Klose, du coup, Miroslav Klose qui est entraîneur du 17. Ouais, ça dans ce ça cas, peut être une pourquoi solution, pas. ça peut être une association Peut-être. avec les deux. Enfin, je sais pas, mais Kahn, c'est quand même un mec qui a été capitaine au Bayern, emblématique aussi en sélection. Enfin, après, je sais pas si lui a envie d'être entraîneur, mais moi, c'est un profil comme ça que je verrais, en tout cas, un mec qui représente vraiment l'image du club, quoi. Donc, Klose, pourquoi pas, même si c'est moindre mesure, mais voilà, l'idée, en fait, que moi, je soumettrais. Ça peut être possible, c'est vrai que le Bayern a eu des entraîneurs avec des belles figures, on sait Jupp Heynckes notamment dans les derniers. Moi je vais partir un peu sur un mix de vos réponses. J'avais pensé à Allegri, moi, pour être honnête, en premier. Mourinho, je ne le voyais pas du tout là-bas. Moi, j'avais pensé à Allegri. Puis je me suis souvenu qu'avec Ancelotti, ça avait très mal fini par rapport au Bayern. Donc je me suis dit, peut-être qu'à l'italienne, ça n'a pas marché. Donc je suis parti un peu sur l'idée de Julien, de mettre Klose en duo avec du coup l'adjoint pour finir la saison. Puisqu'apparemment il bénéficie d'un gros crédit selon la presse par rapport aux joueurs. Mais moi, moi je vise pour cette saison, moi je vise sur la saison prochaine et moi je vais viser Henrik Ten Hag de l'Ajax. Oh, Ouais, propre. pour la Parce saison que prochaine, ouais. pour la saison prochaine, je sais que ça va être pour cette saison c'est mort, forcément il ne bougera pas. Mais je pense pour moi, tu finis la saison avec peut-être tu prends un entraîneur un peu moyen plus, peut-être en intérim jusqu'à la fin de la saison, hein, avec Klose peut-être pourquoi pas dans le groupe. Mais pour moi, tu essayes de viser Ten Hag du coup de l'Ajax pour la saison prochaine, sachant que du coup Van der Sar, non c'est pas Van der Sar, c'est Overmars, le directeur sportif a ouvert la porte clairement à son départ en lui disant oui, il partira s'il a une grosse offre d'un gros club, on lui en enlèvera pas. Il a été interrogé là-dessus en conférence de presse, il a dit oui, le Bayern peut m'intéresser, etc. Donc pourquoi pas euh, ça peut être une belle idée. J'ai vu aussi le nom passer de Ronald Koeman aussi, le sélectionneur des Pays-Bas, parce qu'apparemment il aurait une clause pour partir pour un gros club également. J'ai vu ce nom passer dans la presse aussi. Donc celui-là j'y crois beaucoup moins que les autres. Mais c'est vrai que Mourinho, pour moi si on est en réaliste, je pense que le Bayern va prendre Mourinho. Moi. Je pense ils vont mettre Klose et Fick du coup pendant quelques temps et je pense qu'ils vont prendre Mourinho pour après. Moi je pense qu'on va partir sur ça parce qu'ils se disent Mourinho, ils ont besoin d'un mec de poigne qui sert il sert le groupe, etc. Donc je pense que Mourinho ça peut être bien au Bayern, mais par contre ça peut être sa passe ou sa casse. Hein. Ouais, bah Enfin, moi, comme d'habitude avec Mourinho. Juste pour revenir ouais, c'est ça. comme pour revenir sur Ten Hag que tu as cité, effectivement pour l'année prochaine. Et en plus, il a entraîné au Bayern en tant que, je crois qu'il était au Bayern, mais je crois que c'était l'équipe réserve ou soit il était adjoint de Guardiola, soit c'était l'équipe réserve, je m'en souviens plus. Mais il était en plus au Bayern, il a déjà fait le Bayern, donc il connaît un peu la maison. Ouais, je regarde ça. Ouais, c'est ça, c'était la réserve entre 2003 et 2015. C'est ça, c'était la réserve. Mais ouais, forcément, comme tu as dit, il connaît. Donc pourquoi pas pour la saison prochaine, même si je pense que le Bayern ne va pas attendre jusqu'à la fin de la saison pour prendre un nouvel entraîneur. Je pense que là, ils veulent en prendre un dès maintenant. C'est pas dans leurs habitudes, même si on sait que Willy Sagnol a coaché un match du Bayern, on s'en rappelle en 2015, 2016 après Ancelotti, donc tout est possible dans la vie. Mais je pense que ouais, ils vont prendre un entraîneur direct, ils vont pas s'attarder à attendre la fin de la saison pour prendre Ten Hag. Donc je pense pendant 2-3 matchs, tu auras, comme j'ai dit, le duo adjoint avec Klose, pourquoi pas. Mais après, ça sera un nouvel entraîneur pour ma part, je vois pas d'autre solution pour eux en tout cas. Dans l'urgence, on va dire, surtout dans les ambitions qu'ils veulent avoir. En plus, dans les 2 prochains matchs, il y a la Ligue des Champions C'est et ça. après le match contre Dortmund. Donc, ouais, Donc, faut faire vite. Vraiment, pas, t'imagines, parce que c'est des points précieux aussi en championnat, hein, tout compte, donc faut faire attention. Ceci dit, on va conclure là-dessus, sur ce petit débat du Bayern.
Ma foi, 22e épisode de fini. Il y a Ligue des Champions donc cette semaine. On va pas faire de pronos cette semaine. On fera sur Twitter. On donnera notre avis peut-être sur le compte Twitter. Mais en tout cas, il y a le Bruges PSG Bruges pardon qui est mercredi PSG si je dis pas de Bruges. bêtises. Ouais, c'est mercredi. Lyon C'est recevra ça. Benfica On y sera. demain, donc ce soir si vous écoutez quand le podcast sortira forcément. Donc voilà, fin de 22e édition, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine puisqu'il y aura peut-être des choses à dire sur la LDC et sur les matchs de championnat qui auront lieu. Merci à tous d'avoir écouté le podcast cette semaine. Ciao à tous. Ciao. Salut. Ciao.